Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur Léo Vinezeski, Monsieur le président de l'Azaci, Monsieur Mamadou Koné, et Monsieur le directeur général de la CITAB, moi-même Serge Kouakou, au nom de la CGCI, sommes heureux de vous accueillir dans cette salle de fête pour le panel qui nous a été assigné et dont le thème est la prévention et la gestion des crises sécuritaires et politiques pour les entreprises en Afrique. Le thème requérait d'avoir des personnalités de référence. La CGCI s'est fait forte de pouvoir mettre à notre disposition ces personnalités. Et nous tenons à vous remercier de nous faire l'amitié d'être présents. Comme l'a dit ce matin le présentateur, ce panel, en même temps qu'il est réalisé ici, est suivi à travers le digital. Et donc, même si la salle peut présenter peu de personnes du fait des règles de distanciation sociale, il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de personnes qui suivent ce panel et il n'en demeure pas moins que les discussions seront à la hauteur des attentes. Alors, avant de poursuivre ce panel, je vais présenter les différentes personnes qui auront la responsabilité de l'animer. Très bien, alors. Il y aura une traduction en anglais, puisque M. Léo l'excellent va s'exprimer en anglais par moment, et donc sinon surtout. Et donc, vous pourrez, nous vous transmettrons les instructions par la suite pour pouvoir avoir droit à la traduction. Alors, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile n'est plus à présenter, le général Van Godo. Il est ministre depuis le 4 septembre 2019 et il est titulaire d'un diplôme d'officier d'état-major depuis 1997. Il est spécialiste de lutte antiterrorisme et en sécurisme. Et après son diplôme d'officier d'état-major, il a enchaîné des formations sanctionnées par plusieurs diplômes. Diplôme de stage PC multinational de brigade, diplôme de cours avancé du droit international des conflits armés, diplôme de commandant des opérations de secours, diplôme d'instructeur de droit international humanitaire et diplôme de conduite des opérations interarmées. Ce que vous en doutez certainement, vous me direz c'est normal, mais ce dont vous doutez le moins, c'est que le général est aussi un parfait multilingue. Il parle français, anglais, espagnol et japonais. Il est natif de Biancouma et il a été chef d'état-major au camp du président de la République. Il a eu plusieurs distinctions. Il est devenu général de division en 2016. Il aura la responsabilité de nous entretenir sur l'action du gouvernement dans la prévention des risques sécuritaires et politiques. Nous aurons ensuite à cette table l'ambassadeur Léo Vinezeski, qui est ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, qui est diplômé des sciences politiques et des relations internationales de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a commencé sa carrière diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères et cette carrière a été une succession de missions entre ce département et plusieurs pays étrangers, notamment des pays en Amérique latine, aux États-Unis, les Caraïbes, le Brésil. Sa carrière en Afrique a débuté à partir de 2012 avec des postes qu'il a reçus en Éthiopie, au Rwanda et au Burundi, avec comme résidence à Addis Abeba, où il a passé près de 5 années. Il a rejoint son pays ensuite pour entamer une carrière dans le secteur privé, car il a été nommé directeur des relations extérieures de la collaboration internationale de 2017 à 2019. Fort de cette expérience, le gouvernement israélien ramènera son diplomate en Côte d'Ivoire pour être ambassadeur, résident et non résident au Togo, au Bénin et au Burkina Faso. Nous aurons aussi comme intervenant M. Mamadou Koné, qui est administrateur directeur général des compagnies Alliance Côte d'Ivoire, IRD Alliance Côte d'Ivoire Assurance Vie, mais il est aussi, surtout, il a tenu à le repérer ici, présent comme président de l'Azaci. Il a commencé sa carrière en 1996 à la Direction nationale des assurances de Côte d'Ivoire. En 2010, il a passé également 10 ans à Libreville au siège de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, qu'il a quitté en tant que commissaire contrôleur en chef.
En 2010, il rejoint alors le groupe Alliance en tant que directeur général adjoint de sa filiale ivoirienne. En 2020, il est nommé administrateur directeur général des filiales IRD. Et en tant que directeur général de compagnie d'assurance, compte tenu de son expertise, il a énormément contribué pendant 6 années en tant qu'expert de la CIMA et des bureaux de la FANAF. M. Mamadou Koné est titulaire d'un exécutif MBA de la London Business School. Il est également titulaire d'un diplôme d'actuariat de la célèbre école de statistique de Paris, NCA Paris. Il aura la lourde responsabilité de nous dire ce que les assurances peuvent faire pour nous, pour les entreprises, dans le cadre des crises ou des dommages subis lors des crises politiques ou sécuritaires. Nous aurons l'avantage d'avoir l'expérience vécue d'entreprises et nous n'avons pas eu un meilleur choix. Éric Thiam Sabates, directeur général de la CITAB, aura la charge de nous partager son expérience de chef d'entreprise dans le cadre des tourmentes ou des difficultés que peut rencontrer une entreprise dans le cadre des crises politiques et sécuritaires. Il a commencé sa carrière au Canada. Il a été ensuite entrepreneur avant de revendre sa société et de rejoindre le groupe espagnol GB Foods. Et ensuite, il a passé 6 années comme directeur de vente Afrique centrale, puis Afrique littorale. En 2012, il rejoint le groupe suisse Webcor comme directeur marketing en Angola. Il intègre finalement le groupe Imperial Tobacco en 2014 comme directeur général de la filiale centrafricaine à Bangui. Puis en 2016 comme directeur général régional Ouest Africa Littoral. Et donc, il a parcouru des pays qui ne sont pas certainement faciles à une époque donnée, notamment la République centrafricaine et l'Angola, et nul doute que son expérience dans ces environnements nous aidera à un partage plus riche. Alors, je finirai modestement en me présentant moi-même, Serge Kouakou, CEO de Artworks International, société spécialisée en gestion des risques en conformité réglementaire, précédemment directeur général de GK13 Côte d'Ivoire et Afrique de l'Ouest, et également directeur financier et auparavant auditeur financier chez Ernst & Young et Arthur Andersen. Donc, tout comme Mamadou, je suis diplômé de la London Business School, exécutif MBA et également de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Donc, nous vous remercions. Voici présentés les différents panélistes. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole au ministre pour nous faire part de son exposé liminaire. Chaque intervenant aura 5 à 10 minutes pour nous faire part d'un exposé liminaire. Et ensuite, à la suite de quoi, nous aurons une séance de questions. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, je suis heureux de me retrouver avec vous cet après-midi pour donner un petit éclairage de ce que l'État fait pour la sécurité de tous ceux qui vivent sur notre territoire. Merci de nous donner donc cette opportunité. Et cela me donne l'occasion de dire que depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a fait le choix du libéralisme. Dans ce système, les entreprises sont au cœur du développement économique et social du pays. Et le rôle régalien de l'État, c'est donc de créer un environnement sécuritaire propice au plein exercice de ce rôle, moteur de la croissance. Alors, sous la gouvernance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, défenseur du libéralisme économique, l'État de Côte d'Ivoire n'a lésiné sur aucun moyen pour garantir aux entreprises les conditions optimales de ce climat. Ainsi, dès son accession à la magistrature suprême, au lendemain des crises sociopolitiques et sécuritaires que nous avons connues, le président de la République a initié la réforme du secteur de la sécurité. Et la stratégie nationale de sécurité qui en a résulté a énoncé clairement un nouveau paradigme sécuritaire, celui-là qu'on appelle la sécurité humaine. À la sortie de la crise, l'indice de sécurité était de 4.0 sur une échelle de 10. Et là, nous sommes entre 2010
et 2011. Cet indice-là, en 2015, a été ramené à 2,0. Et en 2017, nous étions à 1,7. Aujourd'hui, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est de 1,2. C'est exceptionnel. Cette performance est le résultat de plusieurs actions du gouvernement en vue de la prévention des crises sécuritaires, mais aussi pour leur gestion efficace en cas de survenance, de sorte à ce que les acquis de la paix soient préservés et la cohésion sociale soit garantie et la stabilité politique en même temps. Alors, je vais aborder très rapidement 3 aspects. Au titre de la prévention des crises, il y a eu la recherche permanente de l'apaisement du climat politique. Vous vous souvenez bien que le dialogue politique a été initié de 2019 à 2021. Il y a eu 4 phases à ce dialogue politique, avec des résultats, bien évidemment, que vous avez pu observer, en tout cas que nous estimons concluants. Et depuis qu'il est aux affaires, le président de la République s'est attelé à maintenir un climat social apaisé. Évidemment, vous avez remarqué que de temps en temps, il utilise son droit constitutionnel de grâce, ce qui l'amène souvent à procéder à des libérations de prisonniers. À notre niveau, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement en matière de sécurité, nous avons axé notre action sur le rapprochement de la police et de la population. Et depuis 2020, je suis arrivé, ça a été dit tout à l'heure, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mais d'abord au ministère de la Sécurité, le 4 septembre 2019. Et donc, je me suis dit que la sécurité, l'action que je dois mener à la tête de ce département doit être une action dans laquelle chaque citoyen se reconnaît, quel que soit son bord politique. Et je me suis dit qu'il fallait impliquer la société civile. C'est ce qui nous a amené donc à créer ce que nous avons appelé le cadre permanent d'échange sur les questions sécuritaires. Ensuite, un programme spécial qui a été soutenu par des partenaires a été mis en place pour renforcer donc la relation police-population. Je suis convaincu que le policier doit être regardé comme un ami, pas comme un problème, pas comme un empêcheur de tourner en rond. Donc il fallait créer les conditions de cette confiance entre la police et la population. Nous avons donc renforcé le maillage territorial et dans la même veine, dans chaque commissariat, nous avons créé ce que nous avons appelé le comité consultatif d'éthique, qui a donc pour rôle d'être tous les jours et de façon régulière en contact avec les populations, échanger avec les populations sur les questions sécuritaires et les questions de tous ordres. Évidemment, cela nous a permis donc d'implémenter le renforcement de la police de proximité. Mais parallèlement à ces actions, nous avons estimé qu'il faut renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Dans le cadre donc, de ce programme-là, la loi de programmation de la sécurité intérieure a été adoptée. Et cette loi nous a permis donc de renforcer les effectifs. Il faut dire que le ratio en Côte d'Ivoire est aujourd'hui de 1 policier pour 1600 habitants en moyenne. Alors que normalement, on est en moyenne à 1 policier pour 400 habitants. C'est le ratio moyen international.
Nous avons aussi, donc, pour aller dans la même veine du renforcement des effectifs, créé une seconde école de police à Korogo. Ensuite, plusieurs commissariats ont été ouverts. Pour vous donner des éléments, en 2010, en Côte d'Ivoire, il y avait 116 commissariats de police. Un certain nombre de programmes même ont été initiés et soutenus donc par des partenaires. Je vais en citer deux. Il y a l'initiative d'Accra, qui est donc un programme qui unit 7 pays aujourd'hui. Au départ, il y en avait 3, aujourd'hui on est 7, qui s'appuie sur l'échange de renseignements entre ces pays-là en temps réel. Et en même temps, le système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, qui couvre celui-là quasiment tous les pays de la CEDEAO, mais tous les pays francophones, qui permet justement d'échanger, comme son nom l'indique, des informations n'a été enregistré. Aucun accident dû à l'action de la police n'a été enregistré. C'est le résultat de tout cet engagement et nous continuons aujourd'hui à renforcer tous ces dispositifs. Je voudrais terminer par l'aspect lutte contre le terrorisme. On en parlera certainement, mais c'est un fléau qui menace aujourd'hui tous les pays, mais plus précisément les pays de l'Afrique. Renforcement du renseignement et une surveillance accrue de tous les indices qui peuvent contribuer justement au développement du terrorisme. Des unités et des services ont été créés. Nous en parlerons certainement. Pour vous dire... Politique, la prévention et la gestion des crises politiques et sécuritaires. Il est très clair que le secteur privé n'a pas vocation à travailler sur la prévention des crises politiques et sécuritaires. C'est le droit régalien de l'État et de la société civile. Nous ne pouvons que collaborer avec davantage déstabiliser les opérations. Pensez aussi surtout à aller sur des éléments très simples, très directs, droit au but plutôt que des gros plans. Et dans la période d'après, faites le point sur ce qui a marché, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous devez améliorer, et repartez dans la période d'anticipation, mettez à jour tous vos plans pour être prêt encore plus la fois suivante et être dans une continuité, dans une amélioration continue. Je voudrais terminer pour permettre au panel, au reste des panélistes de s'exprimer sur la gestion des crises de ce type, crise politique, crise sécuritaire. Évidemment, je pense que Serge l'a bien introduit, il s'agit du volet économique de la crise. Que font les assureurs concrètement? Et je peux vous dire, monsieur le ministre, qui a remplacé le président Moubarak, nous avons comprendre que, écoutez, du 25 janvier au 11 février jusqu'à la démission du président Moubarak, nous n'étions pas en crise politique. Le 25 janvier, vous le savez, c'était le jour de la rage où les Égyptiens ont commencé à manifester. 11 février, le président Moubarak démissionne, et donc chassé du pouvoir. Et donc, du coup, on nous dit de toute cette période-là, ce qui peut se passer en matière d'assurance sur ce type de risque-là. Merci. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette présentation technique très appréciée. Merci beaucoup, qui a été de façon très concrète donner des exemples de ce que vous faites. Je remarque un peu de façon progressiste que quand vous payez, ce n'est pas bon, ça ne s'est pas bien passé, mais quand vous ne payez pas, ça s'est plutôt bien passé. Mais cela dit, je voudrais revenir vers le ministre de la Sécurité, puisque dans la fin du propos de Mamadou, il a fait part de ce que les entités peuvent se retourner ultimement vers l'État. Est-ce que l'État n'a pas, j'allais dire, une certaine responsabilité, forcément une responsabilité générale, mais dans les cas des dommages et des sinistres et des pertes, est-ce qu'il y a un accompagnement de l'État dans ce cas spécifique quand ces événements surviennent? Alors, ce sont des questions qui sont à l'étude. Avant de venir ici, j'ai échangé avec le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances. Ce sont des questions qui sont à l'étude parce que les contours tels qu'ils étaient exposés là, vous avez compris qu'ils sont complexes et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour l'intervention de l'État. Mais vous vous souvenez que
À l'occasion de la naissance de la crise Covid-19, l'État a pris des dispositions qui ont, au départ, mis du temps à être bien conçues, mais qui ont permis quand même aux entreprises de retomber plus ou moins sur leurs pieds. Pour vous dire que, de façon claire, l'État a à cœur de soutenir les entreprises et je ne veux pas sortir de mon domaine purement sécuritaire pour m'immiscer dans le monde économique, mais en tout cas, en tant que membre du gouvernement, je suis informé que beaucoup de dispositions sont prises par l'État pour soutenir justement les entreprises dans ce genre de situation. And when leaving the country also is also facing security issue and security control of a high level. So clearly, your environment is challenging, and what has been the experience of the companies in that environment? Anytime there are issues and losses, how do you deal with it? Shalom à tous. Anglais, c'est okay? Anglais Okay. is fine. Oh, okay. Thank you so much. It's a pleasure to be here with you. And c'est toujours difficile pour moi de parler français, spécialement, notamment aujourd'hui, après Excellence, après les distingués panélistes. But I will try to do my best in order to share with you. Unfortunately, Israel is, we have a lot of bad experience in terms of security. Since our very, very beginning, in 1948, we know the price of war, we know the price of terror attacks. So for us, the crisis, it's not a theoretical exercise, it's a daily, it's a 24/7 exercise that, as you mentioned, many times, it causes a big loss in terms of lives. So that's why I would like to say that our Israeli CGC is part of a forum, especially in crisis. We are talking now about security crisis. So the entrepreneurs, the investors, businessmen are integral part of the situation room to evaluate the situation in wars, in different military operations, and we have a lot, almost every year, because we are fighting terror in our region. So you need to be really sure that people like you, businessmen, entrepreneurs, people that belong to the private sector, are integral part of this kind of decision makers. And this forum of the Situation Room includes the Ministry of Budget, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, of course, Ministry of Health, the entity for the national emergency, and there is a communication. Here the crucial part is the communication. How do you communicate to the population what's going on? How do you communicate inside your organization as well? So in order to avoid a cut of communication, everyone should be on the same loop. Everyone should be contact at the very top level to make decisions. The main goal of this forum is to promise business continuity. I mean, the country cannot stop. The vital services cannot stop. The stock cannot stop because of a military situation. So that's why it's to avoid a domestic gap in services, in crucial services, we need to coordinate with the sector, with the private sector, with the public sector, together with the military forces, with the police, of course. And I want to tell you that I'm not living not in Jerusalem, not in Tel Aviv, not in Haifa. I live in a very small village, in a kibbutz of probably 1,000 people. And in every small village in Israel, we have a military responsible who is in charge to be in contact with the different sectors at the different level. So it begins in the very small town
in the very small village, in the very small city, in the very small county, so on, so on, so on, until prime minister level to avoid this kind of crisis to be worse. And as I hear here, that's right that we want to know how to cope with crisis, and here is the factor of the surprise. In order to cope with the crisis in a better shape, we should be less surprised. So the crisis cannot surprise us. So that's why we need to practice every month, every week, try to check if we are ready. Because this theoretical approach can be very, very practical the next week or the next month. We are talking about war, the war against terrorism. The main approach is to secure production and stock for vital needs in the economy, in the society. One of the examples during this corona pandemic, it's the fact that we decided to vaccinate all the population, including everyone, including foreigners, because we wanted to renew, not to stop the economy. So in order not to stop the economy, because this crisis have not only a price in terms of life, but also in emotional crisis, okay? For an individual or for a group or for an industry, the crisis can be also emotional. This is a crisis that maybe you cannot forget anymore. And not only we are talking about people that are dead, but people that survive, but still they will keep this memoir for many, many years to come. I would like just to make one more point here. When we are talking about the situation room to analyze the crisis and the prices that we are paying, it's extremely important to find a balance between what we want and what it is possible to get. And in this sense, it's important to join that all the forces will join to this discussion in this forum, as much as I'm not talking about democracy, but yes, about an intimate forum that includes everyone. As I said, the private sector and the public sector as well, of course, as the police and the army. And one more thing regarding as Mamadou mentioned, this is during crisis in Israel, and we have many every year, unfortunately. When it comes to Israeli companies that are trying to export abroad, we have a national insurance company that takes the initiative to make sure that those Israeli companies are not stuck. They are keep producing, they are keep investing abroad, they are keep to exporting abroad. And sometimes we have examples of very good countries with very bad companies, or very bad countries with very good companies. Sometimes we have the examples of countries that can pay but don't want to pay. And sometimes we have examples of countries that cannot pay, still, however, they want to pay. So this is where the insurance company role in Israel have a very specific role to support the industry in Israel. And the other thing that I would like to say is that everyone in Israel should have we don't have many options. So every one of us is in a way a kind of homme d'affaires. Yes, we are living in a very small society, in a very small country, with a very strong need to export, to sell, to be in contact with other cultures, with other countries. And that's why it is extremely important that we understand that the debate is not theoretical anymore. It is practical, and it exists in this time. In Israel, be sure that people are thinking about this topic, and that's why I thank you so much for the invitation to this forum. Thank you, Your Excellence. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, qui a rappelé la nécessité de ce qu'il y ait une coopération étroite entre le privé et le public, et le forum de la CGC qui est représenté au niveau du Conseil de sécurité en Israël, avec un travail régulier
qui permet d'avoir des résultats, mais aussi le soutien financier du pays au niveau d'une assurance nationale qui accompagne les organisations qui vont travailler à l'extérieur pour garantir les paiements. Alors, je vais me permettre de revenir vers le ministre de la Sécurité qui a une grosse contrainte et qui devra malheureusement partir avant la fin de notre débat, mais il aura l'opportunité à présent de pouvoir répondre à une dernière préoccupation et certainement son mot de fin s'il le souhaite. Alors, lorsque avant de venir ici, nous avons beaucoup parlé de la menace terroriste. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un grand expert en sécurité pour se rendre compte que le nord du pays est sous pression. Vous-même l'avez signifié dans votre introduction et dans vos propos. Lorsque nous allons sur Internet, parfois, nous avons des conseils de certains pays ou des indications qui disent que certaines parties de notre pays ne sont pas fréquentables. On les voit c'était en beau rouge et on est inquiet pour les investisseurs et les entreprises qui travaillent dans ces régions. On n'a pas beaucoup de communication, c'est vrai. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes pratique et qu'en matière de sécurité, vous privilégiez l'action plutôt que les longs discours. Mais aujourd'hui, pour pouvoir renforcer ce sentiment de sécurité dont nous parlions, vis-à-vis j'allais dire, des indications qui sont données par d'autres pays vis-à-vis de ce que nous lisons sur Internet, vis-à-vis de ce que nous entrevoyons, nous entendons, ou des rumeurs, quelle est la réalité aujourd'hui face à cette situation? L'autre sujet que je voudrais vous poser également comme préoccupation, c'est quelles nouvelles opportunités de coopération on peut avoir entre votre département et le secteur privé, et en l'occurrence la CGC. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une plateforme dédiée où les entreprises nationales peuvent se rapprocher du ministère de la Sécurité pour échanger et trouver des solutions de réponse face à ces nouvelles problématiques qui, visiblement, ne concernent pas que l'État et où, forcément, les entreprises sont interpellées et ont un rôle à jouer? Merci, Serge. Je vous disais tout à l'heure que, malheureusement, je suis très avant en parole, alors que dans le domaine de la sécurité, il est important de communiquer. Communiquer pour dire aux gens ce que vous faites, pour leur sécurité, sécurité de leurs biens. Je vais évoquer les deux sujets de préoccupation que vous avez exprimés, en commençant par le volet terroriste. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire est fréquentable et doit être fréquenté parce que l'État a pris toutes les dispositions pour que sur n'importe quelle portion du territoire, chacun se sente en sécurité. Et je vous le dis tout net. Je parlais tout à l'heure des dispositions qui sont prises sur le plan purement opérationnel. Mais avant d'en arriver au plan opérationnel, il y a les mesures qu'on prend en amont, qui sont liées au renseignement. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas renseigné. Je vous assure, et je vous le dis, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est outillée pour que nous ne soyons pas surpris par quoi que ce soit. On ne peut pas être dans la tête de chaque individu pour savoir ce qu'il va faire dans la minute qui suit votre rencontre. Mais c'est pour ça que nous mettons en contribution les populations. Et justement, ce qui se passe aujourd'hui avec la police de proximité, et j'ai demandé à chaque commissaire de police, par exemple, de s'arranger pour que dans son environnement, dans sa zone de compétence, il puisse connaître, à la limite, le nom de chaque citoyen qui habite dans sa zone de compétence. Parce que cette confiance-là entre la police et les populations, c'est la clé du succès de toutes les entreprises, de toutes les initiatives de sécurité. Si vous n'avez pas l'information, si les gens ne viennent pas vers vous pour vous dire « Attention, j'ai vu un individu auquel je ne suis pas habitué, qui a une attitude qui n'est pas normale », mais quel que soit l'équipement que vous avez, mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'agir. C'est pourquoi il est important, à mon sens, que cette complicité-là entre la police et la population soit de mise. Sur le plan purement équipement, vous savez, nous prenons des précautions pour ne pas aller au-delà de ce qu'on peut dire au grand public. Mais depuis 2010-2011, le président de la République a compris que la sécurité doit être au-devant de tout, c'est la priorité absolue. Les forces ont été équipées. Les forces sont tous les jours entraînées.
Nous tissons des partenariats avec, je dirais, le monde entier pour qu'ensemble, on puisse faire face à ce phénomène de terrorisme. Vous avez dû voir certainement ces derniers temps tous les déplacements que, à titre personnel, j'ai eu à effectuer au Ghana, au Burkina, au Libéria et bientôt au Mali, pour que justement ensemble, ce partage d'expérience-là puisse être l'une des solutions que nous trouvons face au phénomène du terrorisme. Mais à l'intérieur du pays, mais je vous dis que chaque jour, nous sommes à pied d'œuvre pour suivre toutes les activités des personnes qui sont, je ne dirais pas identifiées, mais en tout cas sur lesquelles on a des soupçons. Dernièrement, l'État a pris des dispositions particulières. Nous avons créé une cellule qu'on appelle la cellule de renseignement opérationnel antiterroriste qui fait un excellent travail. Si nous nous mettons à vous donner des statistiques, vous allez dire, mais on n'est pas à l'abri. Mais justement, ça montre que nous sommes à pied d'œuvre. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait paraître banal. Vous voyez quelqu'un qui, tout d'un coup, vend 10 bœufs à la fois. Ça peut paraître banal. Mais pourquoi il vend 10 bœufs à la fois? Et puis cet individu, quelques temps après, vous le voyez en train de chercher à vendre sa maison. Cet individu-là, il doit être suivi. Mais nous avons eu des cas comme ça, où, à partir d'un fait banal, nous avons mis la main sur tout un réseau. Je ne vous dis pas combien de personnes, depuis la création de cette cellule-là, ont été interpellées à la suite d'un certain nombre de surveillances qu'on a eu à faire, parce que des indices nous ont paru, nous ont amenés à dire qu'il faut qu'on s'intéresse à cet individu qui était effectivement des envoyés, des envoyés du terrorisme. Donc, il va veiller au quotidien. Je peux vous le garantir. Le deuxième aspect, vous avez dit que quelle collaboration les entreprises privées peuvent mettre en place, enfin, la police met en place pour que la collaboration avec les entreprises privées soit de mise. Mais vous me donnez là l'occasion de faire le point sur les dispositions que j'ai prises. J'ai fait prendre, enfin mon cabinet, le ministère a prises. Dès que je suis arrivé à la tête de ce département, nous avons eu 3 séminaires déjà avec les entreprises privées de sécurité. Les gens n'ont pas idée de la mine d'or que constituent les entreprises de sécurité, les entreprises privées de sécurité. Ils sont partout sur le territoire national. Ce sont des agents de renseignement, un gardien quelque part. Dès qu'il voit quelque chose, quand il rencontre à son patron, qui est en contact avec la police a un relais sur le terrain. Donc nous avons mis en place un cadre de coopération avec les entreprises privées de sécurité qui fonctionne très bien et ça nous a permis de comprendre les problèmes auxquels ces entreprises sont confrontées. Bon, juste pour vous donner des statistiques, aujourd'hui, nous sommes, alors globalement, nous avons 1400 entreprises de sécurité qui fonctionnent. Mais sur ces 1400-là, je vous assure, il y a près de 1000 qui ne sont pas en règle. Mais vraiment, c'est un autre débat. Pourquoi elles ne sont pas en règle? Parce que simplement, le processus pour être en règle est long, parce qu'il faut s'assurer que ce sont des personnes de bonne moralité qui sont dans ce domaine. Mais une fois que les gens déposent leurs demandes, les premiers documents, on leur donne un récépissé de dépôt de demande d'agrément, ils pensent que c'est ce document-là qui leur permet d'exercer. Et cela, ils exercent au détriment de ceux qui ont fait tout le parcours du combattant. Vraiment, moi, je vais vous le dire, c'est difficile. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 4 grandes étapes. D'accord? Mais tous ceux qui ont eu le courage de terminer ces étapes-là ont eu leurs agréments. Aujourd'hui, sur l'ensemble de ces sociétés de sécurité, si on a procédé à un contrôle, nous avons 169 qui sont absolument en règle, qui paient leurs impôts. Les autres ne sont pas en règle. Ce que j'ai dit là pourrait paraître grave, mais c'est la réalité. Alors, quand on va se mettre à traquer ces entreprises-là, on va mettre plusieurs citoyens dans la rue parce que ces entreprises seront fermées. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut procéder à la régularisation justement de ces entreprises qui rendent service parce que c'est des secteurs pourvoyeurs d'emploi.
Et donc, tout d'un coup, on ne peut pas se lever et puis fermer tout ça et puis mettre des familles, enfin, un individu en Côte d'Ivoire fait nourrir une dizaine autour. On le met dehors, c'est un grand nombre de personnes qui sont à la rue. Donc, pour vous dire que nous sommes en permanence en contact donc, avec les entreprises privées de sécurité, les entreprises en général, et ces panels est l'occasion pour moi de dire que nous sommes absolument ouverts. Nous sommes absolument ouverts pour toute initiative qui pourra permettre aux entreprises d'exercer dans des conditions sécuritaires optimales. Même si la sécurité à 100% n'existe pas, nous sommes là pour diminuer les risques et ensemble contribuer à faire avancer les choses parce que c'est la préoccupation majeure du président de la République, faire en sorte que chacun se sente bien dans les affaires qui conduisent sur notre territoire. Mais la sécurité n'est pas que la sécurité contre l'intrusion ou le vol. Non, il y a la sécurité incendie. L'Office national de la protection civile, qui fait partie de mon département, mène une campagne, sensibilise, forme des agents de sécurité incendie pour dire que tous les domaines de sécurité sont couverts par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et Dieu merci, les sociétés, les entreprises nous le rendent bien. Je suis très à l'aise quand j'en parle et c'est pourquoi, avec votre permission, comme vous avez dit que nous avons des contraintes malheureusement, je voudrais, si vous m'autorisez à dire mon mot de fin, vous dire merci. Dire merci à la Confédération, Confédération générale des entreprises pour l'occasion que vous nous avez donnée aujourd'hui de dire un peu de ce que nous faisons. Quand on parle de sécurité, on peut passer 24 heures à discuter, on n'aura jamais fait le tour de la question. Parce que la sécurité, dans un premier temps, c'est une question de sentiment. Et je pense que depuis bien longtemps, beaucoup d'évolutions ont été faites pour que les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur notre territoire se sentent en sécurité. La preuve, l'indice de sécurité qui était à 4.0, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2010-2011, aujourd'hui, on est à 1.2. Et le grand banditisme, je ne dirais pas itinérant, auquel on avait affaire, a largement diminué. Quand chaque jour, moi, évidemment, en tant que ministre, on me fait les statistiques, et il y a différentes rubriques. Agression, vol à main armée, 0, découverte des cadavres, 0, ainsi de suite. Quand vous dites, mais est-ce que c'est normal? Pour vous dire à quel point on a fait des progrès. Parce que quand tout est 0, 0, 0, vous dites, alors soit les gens vous mentent, alors qu'ils ne mentent pas, parce que c'est vérifiable, soit nous sommes très performants. Voilà notre objectif. Et je voudrais, au nom donc, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, au nom du Premier ministre, évidemment au nom du Président de la République, vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de tester le dispositif et de vous expliquer ce que nous faisons au profit de tous ceux qui vivent sur notre territoire. Je vous remercie. Merci, on peut applaudir Monsieur le ministre pour son intervention.